Bonjour tout le monde. Je suis très content de présenter ce projet d'écriture ici. Alors, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais abréger, vous faire une présentation un peu générale de ce dernier, et puis, bref, on pourra peut-être en discuter plus tard, je sais pas. Alors, en gros, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un projet littéraire que j'ai pour le moment intitulé Les Lettres à Sylvain. C'est un projet qui vient finalement de la visualisation d'un film qui s'appelle Un monde sans femme de Guillaume Braque, qui est une sorte de film qui parle de trois êtres perdus au sein d'une station balnéaire durant les vacances d'été. Euh, à la 47e minute de ce film, Sylvain, le protagoniste principal, donne son adresse mail à Juliette, une autre protagoniste du film. Et depuis 4 ans maintenant, j'envoie des mails à Sylvain, du coup, à cette adresse qui se nomme sylvain80@hotmail.fr. Cette adresse a la particularité de ne pas exister. Donc du coup, je reçois depuis 4 ans des mails invalides, ou me disant en fait que l'adresse mail n'est pas trouvable. Donc du coup, depuis 4 ans, en fait, j'entretiens une sorte de rapport comme ça, un peu bâtard, entre le journal intime et une correspondance épistolaire, ce qui a donné lieu en fait à diverses compositions de lettres, divers énoncés, etc. Là, je m'apprête de vous en faire découvrir grâce à mon talentueux ami Virgile, qui va vous en faire lecture. Mais avant du coup de vous les présenter, peut-être que juste je vous dis deux mots sur ma sélection. Il y a ici donc 6 lettres. Les trois premières en fait sont plus ou moins des formes narratives un peu différentes, disons à chaque fois d'un caractère d'impossibilité à pouvoir mener un acte à son terme, ce qui synthétise aussi d'ailleurs l'ensemble des lettres à Sylvain. Donc elles sont assez éparses, et à la fois en termes de date et à la fois en termes d'histoire et de fiction, elles sont assez plurielles. Et ensuite, les trois suivantes, les trois dernières, finalement, sont trois lettres que j'avais composées en fait à chaque fois durant des interventions que j'ai menées durant une résidence d'écriture. J'en avais trois, et donc du coup, c'est à chaque fois soit avant, soit après, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. De même aussi, je vous rassure, le fait de ne pas avoir vu le film Un monde sans femme n'a pas beaucoup d'importance non plus. Sylvain est devenu autre chose que le protagoniste du film pour moi. Enfin, vous verrez, je passe les détails. Bref, je laisse le micro à Virginie. Merci beaucoup d'être venu d'ailleurs. Bonjour. Le 12 juillet 2018 à 15h02. Sylvain. Je crée des châteaux de sable. Ils sont nombreux. Je ne les touche à peine de peur de les défigurer. Je les construis comme j'aimerais les voir. Ce sont des pâtés en surnombre qui n'en forment plus qu'un seul, dans le lointain. J'ai à peine le temps d'observer ce dernier avant sa disparition par la mer et le vent. Je me donne à la transparence de son temps. L'autre jour, au café, Anna m'a dit que j'étais ennuyeux. Elle me demande de ne plus rien faire. Autrement dit, il faudrait être un château de sable. La mer a détruit mon château et je n'en veux pas un autre. Je dois le retrouver, même si je dois passer l'éternité dans l'océan, même s'il a fondu dans les mains d'un naufrage. Il en reste forcément la trace. J'ai cru en lui toute ma vie sans m'en rendre compte. Il est absurde de penser la géométrie du siècle si l'on n'y intègre pas mon château de sable. Toutes les fondations du monde sont peut-être ses ruines. Mon seul ouvrage, la nature me l'a injustement repris. Je vengerai coûte que coûte ce vol immonde, même si je dois sonder le béton, même si je dois arpenter toutes les plages qui existent. Car c'est bien là tout le problème de cette affaire. Les ruines de mon château peuvent être partout. Et si mon château n'est que ruine, je ferai expertiser la totalité des grains de sable du monde.
je prendrai le large à mon cou et je descendrai parmi les courants. J'aimerais avoir le courage de retrouver les choses perdues. Maxime. Le 14 octobre 2021, à 10h32. Cher Sylvain, le Centre d'art de la Gaîté Sanglante propose ces temps-ci une rétrospective sur une peintre de l'époque moderne. La critique parle d'une grande qualité du commissariat d'exposition, ainsi que d'une belle diversité dans le choix des œuvres. Cela dit, la muséographie semble apparaître comme nulle et inappropriée. Il y aura en effet trop de références historiques qui étoufferaient le déroulement naturel de la lecture des œuvres. Certaines personnes, ayant laissé quelques avis ici ou là, critiquent aussi un cheminement dans l'exposition difficile, forçant un second passage dans certaines salles et allées. Il y a quelques jours, Bald m'a proposé de visiter cette exposition. N'ayant pas grand goût pour la peinture, j'ai accepté par dépit et surtout par envie de le voir. Nous nous sommes retrouvés assez tardivement. Ma journée s'était écoulée à grande vitesse et je n'avais pas eu le temps de faire grand-chose. Mon travail ces temps-ci n'est guère distrayant et je ne peux m'empêcher de le repousser. Cette visite au musée s'annonçait donc douloureuse quant à la frustration à laquelle elle allait me renvoyer. Avançant difficilement dans la file d'attente, Bald me fit part de ses contrariétés professionnelles et de ses nouveaux engagements politiques. Je le trouvais en bonne forme, vif et intelligent, ce qui me fit sortir rapidement de mes angoisses et de l'amertume du prix onéreux du billet d'entrée. En arrivant dans la salle principale du musée, je fus saisi par une première peinture. Elle représentait une masse confuse et informe, donnant place à des figures monstrueuses et une construction tout à fait singulière. S'étalait partiellement une sorte de bleu magnétique et intense venant se refléter contre le mur. Je ne saisissais pas bien si on avait peint le même bleu derrière la peinture ou si l'éclairage jouait sur celle-ci afin de donner un tel effet. Quoi qu'il en soit, le bleu se dégageait des bornes de la peinture, allant vers une forme presque sculpturale. La toile offrait une sensation d'or cadre qui s'étendait dans la totalité de la pièce. Mes yeux ne parvenaient plus à suivre cette masse colorée, devenue totale. Alors que je marchais dans les salles du musée, je fus à nouveau saisi par une autre toile. Se tenait devant moi une chose que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Il n'y avait en elle aucune représentation humaine ou vivante. La peinture se dégageait à la fois du mur, mais aussi de la pièce, semblant venir d'un autre temps. Elle supposait en devenir monstrueux et désordonné, sans signe et sans appartenance culturelle. La matière même de cette toile m'était inconnue. Je ne parvenais pas à remonter le fil de cette étrangeté. Présente dans la salle, elle provoquait néanmoins en moi une radicale absence, une démesure lancinante. Je me sentais arraché à la vie par sa simple présence. Il n'y avait aucune évocation en elle, aucun écho à nos existences défaites. Tandis que j'essayais de déchiffrer cet objet d'un autre monde, je sentis mes yeux qui commençaient à me brûler. Un frisson me parcourut. Je tentais alors de reprendre mon souffle, mais un second frisson, cette fois-ci bien plus dense, me traversa de part en part. J'avais déjà éprouvé une certaine émotion au musée, mais jamais un pareil frisson. Une telle émotion me semblait impossible. Ne parvenant plus à me concentrer sur la toile, je me laissais envahir par ce frémissement de plus en plus grand et intense. J'étais pétrifié face à la toile, touché par la grâce d'une divinité sans nom. C'est alors que de petites convulsions répétées gagnèrent mon corps. Ma mâchoire se mit à trembler à son tour, me faisant claquer des dents. L'inquiétude commença à me gagner, et je me demandais si je n'étais pas en train de faire un AVC ou un arrêt cardiaque. Mais non, ce n'était pas ça.
Mes yeux me brûlaient encore et me donnaient envie de pleurer. Mes membres commençaient à se pétrifier, et ma peau était toujours prisonnière de ce frisson infini. Je me trouvais perdu dans l'expression la plus sauvage de ma contemplation. Ne pouvant supporter plus longuement ce moment esthétique unique, mes yeux se détournèrent de la peinture. Par automatisme, je me suis mis à fixer le plafond. Mon regard se porta sur une forme géométrique métallique rectangulaire qui n'était autre que la climatisation. Ce fut une révélation. Cet instant légendaire qui m'avait traversé, ce frisson absolu qui m'avait tant transi, n'était en fait que la conséquence de la bouche d'aération sous laquelle j'étais resté depuis 15 bonnes minutes. Il n'y avait aucune sensibilité en moi, si ce n'est celle d'attraper bêtement froid. La toile m'apparaissait à présent sordide et d'une banalité sans nom. Je fis un rapide tour de l'exposition et partis assez promptement de cette dernière, vidé de toute émotion. Une douleur à la gorge me réveillait ce matin. Mon nez est aussi totalement bouché et je pense avoir un rhume carabiné. Maxime. Le 25 septembre 2021, à 6h18. Sylvain. À l'hôpital, chambre vide. Aucune visite depuis plus de 5 jours. La dernière fut celle de Logan. Celui-ci m'avait alors apporté une bouteille de gnôle et de la cocaïne emballée dans un sachet violet à paillettes. Je ne prends pas de drogue, il le sait très bien. Pourtant Logan s'obstine depuis un certain nombre d'années à me tenter, et ses techniques sont de plus en plus vicieuses. Je me rappelle de la première fois où nous nous sommes rencontrés. Nous étions jeunes. Logan peut-être plus que moi. Personne n'a jamais su son âge. Il est un être sans temps, qui ne vieillit jamais. Lorsqu'il est rentré dans cet appartement miteux, dans lequel nous fêtions l'anniversaire d'Anna, j'ai tout de suite senti que ce garçon me bouleverserait. Je ne sais d'où m'est venue cette fascination. Peut-être que sa forme originelle s'enracine dans la finesse de son visage. Tout était à la fois attirant et sale chez lui. La première impression qui me traversa lorsque nos regards se sont croisés fut une peur en tension, celle que l'on éprouve enfant dans l'immobilité de la nuit face au monstre dans le placard. Il n'y avait rien de réconfortant en lui, car il me renvoyait au pur désir de nous éprouver. Je me souviens d'ailleurs distinctement de son odeur de transpiration nauséabonde dans laquelle j'avais envie de plonger. La soirée n'allait pas être simple. Albert était déjà dans un état de non-retour, faisant fuir les gens en monologuant sur son sujet de thèse. Je n'ai jamais su si Albert et Logan se détestaient par compétition sociale et amicale, ou si cela tenait au manque d'acquaintance de leur esprit antinomique. Quoi qu'il en soit, il me semble désormais que notre rencontre avec Logan n'aurait pu se produire si Albert avait été en pleine possession de ses moyens. Je n'osais pas approcher Logan. Disons que je lui tournais autour de façon indécise, errant dans les diverses pièces de l'appartement. Au fond d'un couloir se tenait une porte fermée à double tour, sur laquelle reposait un petit morceau de papier portant l'inscription « Ne pas rentrer ». Cette interdiction excita ma curiosité. Aussi, après plusieurs tentatives de crochetage, je me mis en quête d'un tournevis dans le but d'éventrer le secret de la chambre. Mon opération fut avortée par Anna qui, dans sa folie, me proposa un curieux mélange d'eau-de-vie et de whisky. Après plusieurs verres de cette infâme liqueur, je lâcha le pied de biche que j'avais trouvé alors pour dégonder la porte et oubliai totalement cette histoire. L'alcool commençait à faire effet et je perdais de plus en plus l'équilibre. En tombant sur la table basse du salon, j'aperçus une sorte de chapeau déposé au sol. Attiré par ce dernier, je voulus m'en approcher. Mes affaires étaient trempées. Il me fallait désormais ramper car je n'étais plus en mesure de me relever. Je glissais sur la piste de danse, bloquant la circulation tout en me faisant insulter de tous les noms.
En arrivant tant bien que mal au niveau du chapeau, je tendis la main afin de m'en emparer. C'était une chapka absolument magnifique. Sa coupe m'apparaissait dans une perfection transcendante. Légèrement haute, elle n'avait pas de rabat sur les côtés permettant de couvrir les oreilles. Elle était divinement droite et d'une circularité déconcertante. Il m'était impossible de la distinguer nettement, mais je compris en la caressant que la fourrure qui la constituait était véritable. Elle était pourvue d'un noir qui submergeait l'espace et le temps, provenant d'un animal qu'il m'était impossible de reconnaître. Il y avait dans cet objet toute une fiction, la matérialisation d'une grande épopée. C'est alors que je sentis comme une odeur forte qui m'entourait. Logan se tenait là, rampant au sol tout comme moi. Il me regardait intensément tout en cherchant à articuler un ensemble de phrases sans y parvenir. Nous étions tous deux partiellement paralysés par l'ivresse, incapables de bouger. Je tenais toujours le chapeau de fourrure dans les mains et je sentis un certain enthousiasme de la part de Logan quant à ma fascination pour cet objet, si bien qu'il me tendit avec aplomb une bière forte au goût de métal. Je n'en avais pas envie, mais le désir de traverser cette communion larvaire avec lui m'enchantait. J'ai donc bu, malgré ma nausée. Il se passa une chose assez étrange. Incapable de rien au moment où j'attrapais le chapeau, me tenant au crépuscule de moi-même, la persévérance dont je fis preuve en buvant me permit de m'extraire de la zone d'ombre dans laquelle j'errais. Il y a un état de rebondissement inattendu dans l'ivresse. Alors que nous nous tenons au seuil de notre trépas, dans l'incapacité à pouvoir retrouver nos sens, voici que l'excès, la gorgée de trop, vient instaurer un nouvel ordre dans la confusion du corps. Arrivé à un point de non-retour, je ne pensais pas qu'il me serait possible de remonter aussi vivement la pente de ma dégradation. Je parvins à me relever sans me rendre malade. J'avais la sensation d'être un Icare, sans la peine de l'atterrissage. Logan suivit mon mouvement, avec le même entrain. Nous étions dans un état d'excitation tel qu'il me sembla me trouver hors du temps avec cet homme que j'avais à la fois envie d'embrasser, de frapper, d'enlacer et d'aimer. Sur le balcon, Logan me fit plusieurs confessions sur le chapeau de fourrure qu'il portait désormais. Je compris tout d'abord que ce dernier était à lui et qu'il n'était pas le premier de sa longue collection. Celle-ci s'était amplifiée au fil de ses voyages, mais la toque qu'il portait ce soir-là était la première de sa propre fabrication. Étonné, je lui demandai la provenance de cette fourrure si particulière. Il se mit à rire sans répondre à ma question. Il passa sa tête hâtivement dans le salon et, d'un mouvement de la main, me demanda de le suivre. L'appartement était bondé au niveau de la piste de danse, ce qui laissait le champ libre pour accéder à la cuisine et aux chambres. Parvenu au couloir de l'entrée, Logan nous traîna au niveau de la porte fermée à clé. Le souvenir de cette dernière me ramena à l'impossibilité de son ouverture qui m'avait totalement bouleversé quelques heures auparavant. Logan fit pivoter dans la serrure un petit crochet usé qu'il avait préalablement sorti de sa poche. Ses mains tournaient hâtivement, mais fermement l'ustensile dans le loquet, faisant émerger de celui-ci quelques bruits métalliques. On sentait une certaine habitude dans la dextérité de ses gestes, habitude qui confondait cette action à une concupiscence pornographique, provoquée par ses gémissements de concentration, ainsi que par les frottements métalliques qu'il opérait au niveau de l'aine. Mon angoisse s'amplifiait tandis qu'il semblait au bord de la jouissance. Toute la tension de cet instant fut rompue par l'ouverture sordide de la porte. Après avoir hâtivement pénétré dans la pièce, Logan alluma la lumière. Ce que je découvrais alors me transit de surprise. Il y avait là une gigantesque cage dans laquelle se baladaient une trentaine de cochons d'Inde. Ces petites bêtes dodues marchaient gaiement dans des tuyaux en plastique, se bloquaient la patte dans des roues, se posaient à bord d'un petit train électrique qui tournait au milieu de la cage, mangeaient le foin qui leur servait aussi de sol et se blottissaient les unes contre les autres. On aurait dit une micro-société secrète qui s'adonnait à une joyeuse contre-soirée. Des couinements de satisfaction sortaient de ces bestioles poilues, rappelant à quel point la vie pouvait être paisible dans sa pure oisiveté. Je ne savais pas si ce paysage me réjouissait,
Aussi l'aspect démodé de cette vaste salle de jeu pour rongeurs me rendait nostalgique d'une passion que je ne connaissais pas. Alors que je m'apprêtais à exprimer mon trouble à Logan, celui-ci me demanda d'attendre devant la porte afin de faire le guet. Abruti par l'alcool, j'ai obéi sans réfléchir. Quelques instants plus tard, il revint de la chambre et la referma à clé. Il me regardait avec extase. Je voyais qu'il avait caché quelque chose sous son manteau, car il me semblait bien plus en chair que lorsque nous étions sur la terrasse. Il me donna une carte de visite, sur laquelle on pouvait lire « Logan et compagnie, faiseur de toc », ainsi que son numéro de téléphone. Après m'être emparé de ses coordonnées, il partit d'un pas assuré. Le lendemain de la soirée, nous avions reçu un message groupé par Yvan, l'une des personnes de la colocation de l'appartement. Celui-ci demandait une explication quant à la disparition des cochons d'Inde, tout en nous accusant de ce vol immonde. Il nous fallait restituer les rongeurs dans les plus brefs délais. Cela avait animé toute une enquête au sein de l'ensemble des convives de la soirée. Ce cluedo improvisé m'angoissait, car j'avais peur que l'on m'accuse. Je n'aurais pas pu supporter le poids du mensonge si l'on m'avait forcé à parler. J'étais entièrement complice de ce vol, et chaque soir je faisais le même cauchemar. Celui-ci se déroulait chez mes parents. Je poussais la porte d'entrée et me précipitais dans leur chambre. Ma mère se tenait là, de dos en pyjama. Lorsqu'elle se retournait, ce n'était pas son visage que je voyais, mais celui d'un cochon d'Inde humanoïde, sur le point de mourir. Ses yeux étaient révulsés, et ma mère rongeuse s'approchait de moi en me disant dans un râle d'outre-tombe « Qu'as-tu fait ? Donne-moi à manger. » Dans ce rêve, j'hurle, pétrifié par l'idée que ma mère me considère comme une botte de foin. Je me réveillai alors en sueur, incapable de retrouver le sommeil. Une fois, le rêve s'est prolongé. Je me pensais éveillé. Aussi voulais-je appeler ma mère pour prendre des nouvelles suite à mon cauchemar. Au téléphone, la conversation se déroulait on ne peut plus normalement, mais subitement, la voix de ma mère me semblait de plus en plus difforme, jusqu'à ce que je n'entende plus que sa bouche rongeant un morceau de maïs. L'enquête a duré un bon mois. Étrangement, Logan n'a jamais été suspecté de quoi que ce soit. Je l'ai revu une seconde fois dans un bar, 3 mois plus tard. Nous étions installés, Yvan, Anna et moi, au café de la Chaire, en terrasse. Nous buvions un verre pour fêter l'obtention du RSA d'Anna. Malheureusement, l'ambiance était guère à son comble. Suite à la perte de ses cochons d'Inde, Yvan traversait une phase de dépression terrible. Je ne le connais pas bien, mais je sais qu'il est un grand ami d'Anna. Celle-ci me dit souvent à son sujet qu'il est un garçon sans émotion. Il a son ordre. Chaque chose doit être posée à tel endroit, et ne pas en bouger. Elle disait que ce qui la fascine dans les traits d'Yvan est sa méthode. C'est sur ce point qu'elle voit en lui un caractère extraordinaire. Anna conclut souvent sur son cas en paraphrasant une interview de Céline. Comme disait Descartes, n'est-ce pas ? Il n'a pas plus de génie qu'un autre, mais il a plus de méthode. Malgré tous les efforts d'Anna pour dynamiser notre café, je dois avouer que je me sentais quelque peu coupable devant Yvan. Et les cauchemars que je faisais à l'époque sur ma mère rongeuse ne m'avaient pas encore quitté, ce qui redoublait ma culpabilité. J'étais alors incapable de parole devant lui, cherchant à fuir son regard et sa voix. Alors qu'Anna nous parlait des luxueuses pâtisseries qu'elle achèterait grâce à sa nouvelle paye, Logan, qui passait par là, fit son entrée. Il était beau, peut-être encore plus que lorsque je l'avais vu la première fois. On le voyait déambuler au loin de sa démarche nonchalante, probablement déjà ivre. Lorsqu'il arriva à notre table, je fus épouvanté par la vue de sa chapka. D'une incroyable élégance, je reconnus immédiatement les poils de cochon d'Inde volés. J'avais honte et la peur de la réaction d'Yvan me pétrifiait. Je ne parvenais même plus à profiter de la beauté de ce chapeau, car des images de Logan, massacrant et dépeçant la colonie de cochons d'Inde, défilaient en mon esprit. À son arrivée, Anna sauta dans les bras de Logan et s'exclama en caressant son chapeau.
Toujours aussi beau, toi. Elle est toute douce, ta chapka. C'est quoi comme poil? Et Logan, en regardant fixement Yvan, dans les yeux, avec un grand sourire, lui répondit « Du cochon d'Inde ». Il y eut un silence dans lequel j'ai sans nul doute frôlé la crise d'apoplexie. Une tension immense s'installa entre Yvan et Logan. J'avais assez peur de ce qui pouvait se passer, car Logan me semblait fou. Ses yeux exorbités étaient sur le point de s'évader de sa boîte crânienne. Il me faisait curieusement penser à un personnage de cartoon en pleine parade sexuelle. Nous nous observions toujours dans le silence lorsque, soudainement, Yvan se mit à éclater de rire. Il est vrai que la phrase de Logan aurait pu paraître ironique, mais la situation était trop explicite pour ne pas pouvoir l'interpréter correctement. Je ne sais toujours pas si Yvan est véritablement capable d'intelligence. Toujours est-il qu'il prit pour une blague ce qui fut le plus honnête des aveux. D'un air gêné, nous nous forcions à rire avec Anna, parcourus par la malaisance de Logan et la mécompréhension d'Yvan. Il est ensuite sorti de ma vie durant plusieurs mois. Je ne voulais plus le voir. Son existence me semblait plongée à l'intérieur d'un précipice patriarcal périmé où seul l'acte le plus idiot et le plus violent pouvait exister. Autant mettre un terme à cette rencontre s'il n'y avait que la surenchère du scandale à cueillir chez Logan. Je cherchais alors à l'éviter. Il m'arrivait néanmoins de le croiser en soirée ou dans la rue. Ses chapkas étaient de plus en plus excentriques, partant de la taupe à la fauvette sauvage, du poil de caniche nain à la peau de phoque, de la queue de castor au bec de flamant rose. J'ai appris plus tard, dans un article du Mondourien, sommairement intitulé « Le tueur au chapeau », qu'il avait été incarcéré après avoir décapité une dizaine d'autruches du jardin de Versailles. Il s'ensuivit tout un procès soulevant l'écueil du braconnage dans nos espaces contemporains. Très attentive à l'affaire, Anna me raconta à quel point les mesures mises en place furent stériles. La peine de Logan semblait tout aussi ridicule. À l'issue de son procès, ce dernier fut condamné à exécuter un stage de 8 mois non rémunéré à la WWF. Cette peine exemplaire devait jouer le rôle d'une réinsertion professionnelle et sociale. Durant ce stage, Logan se métamorphosa en un hippie radical. Au bout d'une semaine, il fit tatouer sur son torse en lettres gothiques « Baby Babylone ». Se mit frénétiquement à jongler avec des boules de feu, tout en triplant sa consommation de marijuana journalière. Anna, qui continuait à le fréquenter, me disait qu'il ne parlait plus que de destruction d'antennes 5G, de permaculture et de société alternative. Les bouffonneries de Logan me semblaient loin. J'étais devenu indifférent à ce personnage qui ne pouvait penser au-delà du bloc opaque et du stéréotype. Il me faisait cet effet d'un mauvais décor, trop visible pour que l'on puisse y croire. Alors que je me faisais ces réflexions durant une promenade matinale, je fus attiré par une petite boutique de vêtements. En rentrant dans celle-ci, je ne pus m'empêcher de jeter un œil à la collection de chapeaux. Parmi ces derniers, je reconnus instantanément celui de ma première rencontre avec Logan. Interprétant cela comme un signe dépassant toute rationalité, j'achetai la toque noire et sortis de la boutique. J'étais captivé par cet objet sorti d'un autre temps, celui d'une fascination que je ne pourrais plus jamais avoir avec la même intensité. En regardant à l'intérieur de celui-ci, je vis qu'il portait une petite étiquette « Logan et compagnie, faiseur de toques ». Je n'ai pas pu m'empêcher de l'appeler. Depuis ce jour, sans réellement savoir pourquoi, Logan est devenu l'une des pierres angulaires de mes jours, si bien qu'il m'est aujourd'hui impossible de concevoir mon existence sans lui. Il est le pendant de ma vie, une irrégularité sur laquelle il m'est impossible d'avoir de prise. Alors, j'accepte ce sachet de cocaïne comme la marque d'un amour trébuchant, absolument parfait dans son inexactitude. Même si je rejette bien souvent certains gestes de mon ami, je sais que toute sa beauté se concentre dans les interstices de ses actes, dans la pure absurdité de nos vies. Voilà pourquoi je ne peux me passer notre amour. Sans lui, j'oublierai l'absence de sens, la négation de nos jours.
Maxime. Le 30 avril 2021, à 3h56. Cher Sylvain, ce matin, les objets du jour bougeaient nerveusement. Les gens se bousculaient dans un râle. Il était impossible d'errer où que ce soit. Ce soir, les objets de la nuit s'immobilisent anxieusement. Par-delà les objets, une voix sans bruit étrangle les choses. Ces quelques mois passés dans l'attente de la résidence d'écriture furent longs et ennuyeux. Maintenant que je me tiens au seuil de celle-ci, je ressens le précipice vers lequel je dois sauter, sans vraiment trouver le courage de le faire. Mon corps est pétri par une paralysie totale. Cet état de cristallisation anxieuse ne s'opère pas uniquement chez moi. L'horloge qui me fait face est presque à l'arrêt. Les minutes ne s'écoulent plus. Le temps s'est figé dans l'angoisse d'écrire, écartelé dans les absences d'une phrase. L'écriture est une formalisation impossible à faire, une énigme sans résolution. Les divers chemins que je cherche à emprunter dans mes rédactions ne me semblent jamais toucher le fait même d'écrire. Une distance gigantesque s'effectue entre ce que je suis et cette possibilité de me jeter durant plusieurs mois dans la cave du mot. Écrire, oui, mais quoi ? Ce soir, ma thèse me semble loin. Mes tentatives de fiction aussi. Et c'est alors, dans une immobilité réduite à mes incertitudes, que l'envie d'écrire me submerge. Je me tiens à l'entrée d'une possibilité de l'impossible. Je frappe à la porte de l'écrivant. C'est une impression que tu trouveras peut-être extravagante, mais le trouble de cette résidence me semble être une mort de la vie dans laquelle il faudrait renaître littéralement. J'entre donc dans cette résidence, le visage déjà troué, ridé par les diverses crispations qui m'affublent durant des heures entières, et ne sais si je parviendrai à ressusciter de cette mise à mort par l'écriture. Partons du principe que je mourrai cet été, au beau milieu de la résidence. Il me faudra réunir le peu d'archives dont je dispose pour au moins faire honneur à ce temps possible de réalisation littéraire. Travailler le cadre posthume d'une écriture encore inexistante. Dans tous mes tracas et mon désordre quotidien, j'aimerais que l'on me considère comme une personne qui a tenté d'être rangée, qui a cherché toute sa vie à bien tenir ses affaires. On dira, il n'a pas beaucoup écrit, mais il a bien réuni ses archives. Ou encore, ce n'était pas Rimbaud, mais il était bien mieux organisé. Ce n'est qu'alors que mon cadavre littéraire deviendra éternel. Je t'embrasse dans la peur de demain. Maxime. Le 28 juin 2021, à 11h27. Sylvain. Ma seconde présentation s'est déroulée il y a 2 jours maintenant. Je t'avais dit que je ne pouvais t'écrire avant celle-ci si je ne venais à manquer de temps. Et ce fut le cas. Les divers événements de cette période se confondent, ne laissant place qu'au seul souvenir de la routine monacale que je m'étais imposée alors. Il me fallait m'écarter du cadre de toute festivité et autre activité possiblement chronophage. En dehors de ce quotidien, le temps m'apparaît aujourd'hui voilé par une confusion monotone, si bien qu'il m'est impossible de restituer les détails de ces journées devenues un bloc opaque de répétition. Me levant le matin aux aurores,
Je me précipitais à mes études pour ne jamais en sortir jusqu'au soir où je m'écroulais de fatigue, abruti par mes heures de lecture. Ces journées me semblaient être d'une stérilité aveuglante, si bien que je me demandais ce que j'avais pu lire en m'endormant. Je lisais bêtement, d'un geste machinal. Il fallait traverser les pages, certifier le fait que j'avais bien porté le regard sur tel ou tel paragraphe. Il n'y a eu finalement que fort peu de moments trépidants durant ce chemin de croix de lecture et d'écriture. Pourtant, le sujet me captivait. Je ne t'ai pas parlé de ce dernier avant, peut-être par honte d'une prétention intellectuelle que je ne pouvais totalement honorer. Cette sensation d'imposture a d'ailleurs été le centre névralgique de toutes mes angoisses. J'avais terminé la précédente conférence sur cette problématique de pouvoir penser une absence de représentation, ou plus exactement, une absence radicale d'image. Il m'est apparu avec évidence que cette chose sans image pouvait se trouver dans la pensée médiévale. Toute enquête philosophique ou théologique concernant l'image devait à cette époque répondre à l'interdiction biblique prononcée dans le Décalogue, disant « Tu ne te feras point d'image détaillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Par cette loi, Dieu ne peut avoir d'image, de représentation unique. Il est à la fois toutes les images du monde, tout en étant leur absence, leurs possibilités et leurs frontières. Il ne peut donc être contraint ou plié à une image particulière. Dieu est alors l'image par excellence. Cette problématique du Dieu sans image m'a emmené à traiter d'un ensemble de champs de réflexion autour de la puissance divine et ses limites, de l'image et ses bordures. Alors que j'étais emporté par ces réflexions, je doutais de ma capacité à rendre compte d'un ensemble de textes si complexes, mais surtout si théoriques. Plus j'étudiais la pensée du Moyen-Âge, plus il me semblait impossible de pouvoir en dire quoi que ce soit d'intéressant. Tout était déjà là, et j'étais loin de pouvoir ne serait-ce qu'aborder ces pensées. Les questionnements métaphysiques que je souhaitais traiter se sont rapidement tournés vers des problématiques absurdes. Je m'inventais alors des adversaires imaginaires qui me diraient que l'ensemble de mes enquêtes autour de l'image médiévale ne serait que des torche-cul épouvantables. L'angoisse de ne pas réussir à produire une conférence suffisamment claire, précise et pertinente me tourmentait. Mes journées, à l'origine si studieuses, ne sont devenues alors qu'un enchaînement de procrastination. Néanmoins, je maintenais mon rythme. Je me levais toujours de bonne heure et restais assis face à des textes que je ne parvenais plus à comprendre. La seule action morale qui me sauvait était le fait de conserver cette routine exigeante. En somme, je pointais à ma table de travail et attendais la fin de la journée, devenu le comptable de mes heures perdues. Puis, le jour de la conférence arriva. Il faisait bien trop chaud et la salle était humide. Pour me détendre, Henri, le jardinier des tanneries, me donna plusieurs gouttes d'une drôle de liqueur quelques minutes avant mon intervention. Tout était minutieusement orchestré, de la première à la dernière minute, jusqu'à la scénographie, réalisée par la personne que j'aime. L'espace était composé d'un ensemble de vitrines en verre brisées qui cherchaient à dialoguer avec le discours que j'allais prononcer. Des morceaux de verre saturaient le sol autour de ma chaise et de mon pupitre. Il y avait du monde, et le sentiment d'inquiétude qui m'a saisi dès le départ ne m'a pas lâché. Les premières phrases avaient du mal à sortir. Je bafouillais et ne parlais pas suffisamment fort pour que l'on puisse m'entendre. Pourtant, je n'ai fait que lire mes fiches. Ces dernières commençaient d'ailleurs à être trempées, car je suais à grosses gouttes, presque à flot, m'essuyant le front à l'aide d'une vaste serviette de plage en imprimé Disney, seul mouchoir que j'avais pu trouver dans des locaux des tanneries. Mon étude commençait par une analyse de l'image chez saint Augustin, plus précisément du problème du Christ comme image du Dieu sans image. Il me semble que je ne suis pas parvenu à captiver l'attention.
Mes mots traînaient et je m'embourbais dans des explications inutiles. Alors que je m'évertuais à décoller mes fiches trempées les unes des autres, un brusque afflux se fit entendre dans l'entrée de la salle. Il y avait là une bonne dizaine de retardataires. Ces personnes étaient rasées à blanc, laissant révéler sur leur crâne des tatouages de croix religieuses. Surpris par l'arrivée de ces personnes, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais fait tomber ma serviette Disney au sol. Il était alors absolument trempé, traînant parmi les morceaux de verre de la scénographie. Devenu inutilisable, je l'ai lancé sur le côté d'un geste vif, ce qui fit légèrement craquer mon costume au niveau de l'aisselle. En retournant à mes fiches, je vis que celle-ci était totalement collée par l'humidité de ma transpiration. Les mots dégoulinaient sur les feuilles, faisant apparaître des formes abstraites, presque monstrueuses. Je cherchais à décortiquer les phrases, mais celles-ci apparaissaient comme des signes d'un langage inconnu. Il me fallait donc improviser. Totalement engourdi par mes affaires inondées, je commençais à faire des gestes de plus en plus frénétiques, parlant de la puissance divine comme d'une absence totale des normes et valeurs que nous connaissons ici-bas. En saisissant mon pupitre de toutes mes forces, j'affirmais qu'aucune échelle de représentation ne serait capable d'embrasser les possibilités du divin. Mon discours avait totalement quitté la forme universitaire par laquelle je souhaitais passer à l'origine, et je m'enfonçais dans un discours d'illuminé, devenu une sorte de gourou sans aura. Je me souviens que les gens regardaient leur montre sans la moindre discrétion, tout en se bavant presque dessus, suite à leurs multiples bâillements étouffés. Tandis que je me lançais dans une spéculation douteuse autour d'Augustin, soutenant comme une vérité universelle que ce dernier n'avait jamais cru en Dieu, j'entendis des sortes de ricanements émis par les retardataires au crâne tatoué. Cette explicite ironie m'avait agacé. Aussi répondis-je par des gestes de plus en plus saccadés. Je me levai d'un bond, micro en main, et me mis à marcher en rond sur la scénographie, tout en rugissant des expressions théologiques dans mon latin de cuisine. Les morceaux de verre au sol s'enfonçaient au fur et à mesure dans mes semelles et commençaient même à pénétrer mes pieds. La douleur me faisait prendre une voix de plus en plus aiguë, comme sortie d'une pédale à effet musical. J'étais devenu la formalisation creuse d'une danse sans rythme. Mes mots se perdaient dans l'indistinction de mes maladresses. J'ai poursuivi mon discours en tentant d'expliciter la fiction sur laquelle je travaille actuellement. Retournant celle-ci en tous sens, je cherchais inlassablement à la faire jaillir des morceaux de verre qui m'entouraient. La seule chose qui pouvait me sauver alors aurait été l'émergence d'un dieu invisible, capable d'éclater physiquement mon discours dans un séisme concret. L'idée d'un tremblement de terre immédiat m'exalta. J'exposais mes désirs de miracle, de la possibilité de faire émerger un récit qui n'appartiendrait pas aux bornes de la lecture. Une fiction qui aurait une forme éternelle, impossible à saisir, traversant la terre des absolus avant de venir s'effondrer dans nos subjectivités réduites. Le nœud central se concentrait alors dans la définition d'une fiction qui se détruirait au fur et à mesure que nous l'envelopperions sous le tissu de nos expériences, tout comme cet ensemble de verres brisés au sol qui s'enfonçait en moi. Le verre dispose de ce caractère duplice d'être à la fois invisible et meurtrier. Il reste caché, sauf s'il est rendu visible par certains actes supplémentaires à sa matière. Un rayon de soleil, un liquide, une couleur, une fêlure, une coupure. Ici, sa visibilité se traduisait par la douleur qu'il m'infligeait. Le verre de la scénographie communiquait parfaitement avec le récit sur lequel je travaillais. Il était l'illustration même du miracle. Il était la blessure de mon existence. Durant l'intervention, je comparais ma projection fictionnelle à la traversée de la mer Rouge. J'étendais mes bras afin d'écarter, tel Moïse, l'apparente impossibilité de cette fiction. Peut-être n'aurais-je pas dû m'exprimer sur cette volonté de récit. C'était en effet prématuré, et le peu d'enthousiasme qu'elle a pu susciter dans le public me fait aujourd'hui douter d'un possible retour à l'écriture de celle-ci. La sensation d'un temps figé m'envahissait. On aurait dit que la conférence n'avait pas de fin. J'avais la sensation de parler depuis déjà 3 bonnes heures,
et nous n'étions pourtant qu'à la moitié du temps imparti. Je sentais que mes pieds étaient en sang, car mes chaussures commençaient à couiner à cause de l'humidité, comme si je marchais sur une matière collante. Les débris de verre rythmaient chacun de mes pas et continuaient à modifier les variations de ma voix aux paroles inaudibles. Des rictus de douleur me saisissaient le visage et je commençais à esquisser des cris retenus qui s'apparentaient à ceux d'une baleine en plein accouplement. J'en étais arrivé à un discours obscur, disant à quel point il était artistiquement essentiel de sortir de soi à tout jamais. Sortir de soi par la fiction pour toucher le réel. Une parole ardente s'empara de moi. Je voulais me libérer de la théorie afin de me livrer à corps perdu dans la fiction. J'hurlais presque, demandant au public pourquoi est-ce que je n'avais pas saisi cette chose lors de ma période acharnée d'écriture. Vexé par l'absence de réaction de la salle, je me suis tourné vers la fenêtre. Le ciel était pourvu d'un bleu d'une rare opacité, prêt à absorber la totalité du monde. Ce n'était pas un ciel ordinaire. Il apparaissait plutôt dans la clarté de son temps, rendant visible au regard sa datation, ainsi que sa mort. Ce paysage mystique était aseptisé. On y lisait la fin du ciel, comme la date de péremption d'un produit alimentaire. Je voyais mes propres illusions d'écriture se noyer dans la placidité de ce bleu. Ma fin était proche, je le savais. Cela faisait un long moment que je tournais le dos à la salle, la tête collée à la fenêtre. Afin de rompre mon mutisme, une personne du centre d'art demanda d'un air gêné s'il y avait des questions. Au bout de quelques minutes, un homme m'interloqua d'un air agacé. « Quel est le rapport que vous entretenez avec votre mère ?» Je ne voulais pas répondre, et encore moins me retourner. Un sentiment de honte m'avait gagné, et je préférais rester dans mon coin, à râler. La douleur de mes pieds me procura quelques tremblements que je ne pus masquer. La seconde question que l'on me posa était quant à elle formulée en latin. N'ayant strictement rien compris à la question, je me retournai vers mon interlocutrice. Celle-ci faisait partie du petit groupe de retardataires au crâne tatoué. Elle portait une sorte de soutane noire qui semblait d'une lourdeur absolue. Comme je ne parvenais pas à répondre, les membres du groupe se mirent à chuchoter. Je crus discerner dans leur murmure cette phrase. Mais il ne connaît pas son latin. Puis, après quelques paroles inaudibles, j'entendis cette fois distinctement. Comment diable traiter Saint-Augustin sans avoir accès aux sources primaires ? J'étais décomposé. Ces gens se moquaient ouvertement de moi, par une ironie explicite. Je me dirigeais vers le siège sur lequel j'étais auparavant, assis afin de le leur balancer à la figure. Plein de rage, je m'élançai dans mes vêtements trempés. À peine avais-je fait 2 pas que je glissais dans la petite flaque formée par mon sang et ma sueur. En cherchant à me rattraper, je fis tomber un meuble en verre qui s'explosa au sol. Je m'écroulais parmi les débris. Mon costume était entièrement déchiré et je sentais des tessons de verre me traverser l'estomac. Les gens commençaient à partir, là de voir des singeries visiblement non organisées. Des ordres très aigus sortaient de ma bouche, car j'exigeais du public qu'il reste. Personne ne m'écoutait, et la salle était de plus en plus désertique. Mes crânes tatoués restèrent néanmoins là, à me regarder me vider de mon sang sur le sol, en attendant sans doute une justification au terrible affront que j'avais porté à la philosophie médiévale. Subitement, les membres du groupe se levèrent pour se mettre en cercle autour de moi. Lorsque je levai les yeux pour regarder leur visage, j'eus le souffle coupé. Je ne rêvais pas. Tous les crânes rasés disposaient à présent des mêmes traits de visage que Saint-Augustin. J'étais encerclé par une dizaine d'Augustins barbus qui me regardaient fixement, en silence. Je me mis à hurler et à les frapper au niveau des jambes. Rien n'arrêtait leur cadence. Il y eut ensuite un bruit de sirène, puis ce fut le noir total.
Je repris connaissance dans la chambre d'hôpital dans laquelle je réside actuellement. La souffrance ne m'affuble pas car mes blessures sont légères. En revanche, la honte me cloue au lit, si bien que je suis incapable de répondre aux mails urgents que m'envoie ma mère, ainsi qu'aux messages sévères des bibliothèques dans lesquels mes retards de prêt de manuels de latin sont devenus trop importants. Ce matin, en parcourant mon dossier d'entrée à l'hôpital, je suis tombé sur ce passage des pompiers qui sont venus me sortir de la salle de conférence. En arrivant sur les lieux, le patient était presque nu, allongé sur un sol couvert de tessons de verre dans le cadre de sa performance artistique. Certaines personnes du public auraient été mordues à de multiples reprises. L'individu frappait des sièges autour de lui à l'aide d'un pupitre et criait qu'il ne voulait que lire ses fiches. Après une première prise de contact oral avec le patient, celui-ci s'est relevé et jeté sur un meuble en verre. Le patient n'a émis aucune résistance lorsque nous l'avons emmené à l'hôpital, mais son visage est resté bloqué dans le meuble. Sur le chemin, le patient nous a appelé à plusieurs reprises Augustin, nous implorant de lire ses fiches. Peut-être qu'il faudrait me ménager pour la prochaine intervention, sans quoi je ne sais ce qu'il pourrait s'y produire. Maxime. Le 28 août 2021, à 16h04. Sylvain. Toute cette histoire est bien sentencieuse. Je devrais être heureux de pouvoir enfin esquisser ce que tu es. Pourtant, je sens ici le dernier geste précipité de notre union. La chose la plus pure de l'écriture se tenait dans la fragilité de notre secret. Nous étions alors la pure caisse de résonance de nos possibilités. Je crois que certaines phrases de Garcia, auteur ultime de La Première Fois, peuvent évoquer ce sentiment inexprimable. T'écrire me confond dans une incertitude. Je voudrais me piéger, que notre correspondance soit le tombeau de mon écriture, qu'elle demeure la première et la dernière voix. Il me semble que l'on me demande toujours cela une première fois, qu'elle puisse se répéter indéfiniment, qu'elle devienne éternelle, alors qu'elle est une force qui ne se mesure qu'à son degré de disparition. J'aime infiniment telle chose, car c'est la première fois que je la rencontre. J'éprouve excessivement celle-ci, car c'est ma première fois avec elle. Et je ne pourrai plus jamais les avoir. La première fois d'une chose, ce n'est certainement pas la meilleure, mais c'est celle qui permet toutes les autres. Une première fois est intense précisément parce qu'elle ne se renouvellera pas, parce qu'elle ne peut se produire une nouvelle fois pour la même chose. Elle ne peut avoir de double. Une première fois se produit, mais ne se reproduit pas. Elle peut être systémique, en ce sens où elle peut naviguer d'une personne à l'autre, mais jamais revenir à son point initial, car elle fuit les rimes de la répétition. Elle est à usage unique, épuisée. Elle nous condamne désormais à la répétition inlassable de nos habitudes. La première fois apparaît comme une solitude qui permet la pluralité. Pourtant, même une solitude dispose de sa première fois. Je ne sais pas ce que représente une première fois de l'écriture, mais j'ai l'intime conviction que tu sais cette première fois éternelle. Demain, en te dévoilant, je condamnerai à jamais cette intimité première, cette forme qui m'a fait écrire pendant si longtemps. Dévoiler notre rapport, c'est intimement te tuer, te livrer au fléau du regard des autres. Nous ne serons jamais plus la racine unique de ce que nous partagions jadis. La première fois de l'écriture avec toi s'achève. Je te révèle et notre monde s'évanouit. Nous nous sommes abîmés ensemble. Le fil de ces lignes a dégradé ma vie et il nous faudra bâtir une nouvelle manière d'embrasser la virtualité de l'écriture, par-delà notre amour caché. À trop m'écouter, je me suis perdu dans ton silence.
Merci.